So this talk is going to be about, it's actually taking from the comment by John Lynch last year, who concluded the Vanuatu Linguistic Conference by this remark. He said, well, you know, the description of Vanuatu languages is in a quite satisfying state, but we still have many questions about why there is so much diversity in Vanuatu. And the best way, maybe, for us to understand that is to replace the languages into their social context. And I thought, yeah, that really supports what I'm doing, actually. And before that, Andy Pauli and George Grace had also had the same remarks. So I think there is something there that maybe historical linguistic cannot answer. Right, so why variation and why in Raha? First, I'm part of that project, the Wellsprings of Linguistic Diversity at ANU. Pardon, je passe au français. Désolée. Donc, je fais partie de ce projet qui signifie les origines de la diversité linguistique et qui est donc à la tête de ça, il y a Nicholas Evans, qui voulait répondre à la question de pourquoi dans certaines régions du monde il y a tant de diversité linguistique. Et donc, il a choisi 4 sites de Polynésie, d'Océanie, pour que nous puissions aller enquêter au niveau de la communauté la variation, puisque qui dit diversité linguistique dit variation, qui a démarré ainsi. Et donc, pourquoi Raha? C'est un petit peu étonnant parce qu'en fait, Raha est réputée pour être non seulement une langue assez conservatrice, mais qui est aussi uniforme. Et c'est effectivement le cas. Donc, pourquoi aller étudier la variation à Raha? Ben, pourquoi pas? C'est justement le cas qui est un petit peu atypique. Et c'est donc c'est un petit peu ce qu'il m'a fallu faire. Donc voilà, les objectifs de mon étude, c'était ça. D'abord démontrer l'existence de variations entre les locuteurs et ensuite comprendre les facteurs qui suppriment donc la propagation de certaines variantes. Je veux aussi parler de ces personnes qui ont énormément aidé, parce que sans eux, il n'y aurait rien eu. Ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de transcriptions, de traductions, et puis qui m'ont bien sûr beaucoup aidé pour comprendre la communauté, ses principes, ses valeurs, sans quoi il m'était impossible d'interpréter quoi que ce soit. Donc mon site, voilà, c'est l'île de Pentecôte, et la langue de Raha est parlée tout au nord, par à peu près 6500 locuteurs, sûrement plus maintenant, parce que ces chiffres datent de 2001, et n'a donc pas de variation régionale. Il y a 3 autres langues, Apma, juste au sud, qui est parlée par un plus grand nombre de locuteurs, mais qui montre des variétés régionales. Ske, qui n'a que 200 locuteurs, et tout à fait au sud, ça, qui a environ 3000 locuteurs, donc un peu plus petit que les 2 autres au nord, mais qui présente énormément de variétés régionales. Alors, mon corpus, voilà, il consiste de 58 locuteurs que donc j'ai enregistrés dans 2 ans. Et j'ai fait en sorte qu'ils appartiennent à différents groupes d'âge, puisque je vais étudier la variation en fonction de l'âge. Et bien sûr, des hommes et des femmes, à peu près le même nombre, avec juste un petit problème au niveau des femmes de plus de 50 ans. Je n'en ai trouvé que 4, et c'est un peu étonnant, parce que ça réfléchit un petit peu ce qui se passe dans la communauté, en fait. Donc... OK. Et autre chose importante, donc 137 récits transcrits. Ce qui est très important aussi, c'est les genres des récits. J'ai fait en sorte d'avoir des récits qui soient à la fois qui soient plus ou moins spontanés. Donc les récits traditionnels, pas trop spontanés, parce que appris depuis jeune âge, j'ai des petites filles qui sont venues pour me demander de les enregistrer. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est appris
Ensuite, des récits personnels, alors ça c'était au choix des gens. Des interviews qui étaient conduits par Derek, ici, donc en langue. Et ensuite des danger stories, c'est-à-dire des histoires d'événements où les personnes ont eu très peur, en général des cyclones, des séismes, beaucoup de choses comme ça. Ou donc très spontanées, puisqu'on ne fait pas attention vraiment à la façon dont on parle quand on relate ce genre d'événements. Et tout ça a été archivé. Nick est content. Oui. Donc au centre culturel et puis à Paradis Sec. L'idée, c'est qu'après, n'importe qui peut reprendre mes données et vérifier ou faire d'autres choses. Bien, et donc les locuteurs venaient également d'un petit peu partout dans la région, de la communauté linguistique. Voilà, maintenant je vais en vitesse exposer un petit peu ma méthode, qui est à la fois quantitative et qualitative. Bon, d'abord, j'ai étudié 3 variables. On va en parler après, donc je vais passer assez vite là-dessus. La méthode variationniste, l'idée, c'est qu'on examine des caractéristiques linguistiques dans un environnement qui les rend susceptibles de changer. Et donc, cet environnement est non seulement social, parce que souvent on en parle comme de quelque chose de sociologique, mais c'est aussi très structurel. Okay, c'est en fait une méthode qui n'a rien de sociolinguistique en fait. Donc c'est une analyse qui se concentre sur des conditionnements structurels et sociaux. Et donc j'ai envisagé des facteurs qui donc correspondent à ces 2 domaines. On va en parler un peu plus. Je me suis aussi concentrée sur la variation entre les générations de locuteurs et entre hommes et femmes. Pourquoi les générations de locuteurs? Je pense que tout le monde le sait, mais enfin, on peut toujours le répéter. On présuppose que la langue qu'on parle au cours de notre vie est celle que l'on a apprise dans notre enfance et qu'elle change en fait assez peu au cours de notre vie. Et que donc, si on étudie des personnes d'âge différents, on devrait avoir, s'il y a eu des changements, ça devrait pouvoir se voir au niveau des différents groupes d'âge. Pour ce qui est des différences entre hommes et femmes, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait des différences qui ne sont bien sûr, qui n'ont rien à voir avec la différence biologique, mais qui ont tout à voir avec les différences de genre, c'est-à-dire les rôles différents des hommes et des femmes dans les communautés. Et donc des aspirations différentes et beaucoup d'attitudes différentes. Donc ça, c'est tout ce qui a à voir avec la partie quantitative. Ensuite, tout ce qui a trait à la composante qualitative, elle intervient dans l'interprétation de la distribution des variants et dans celle des facteurs perçus entrés dans la diffusion ou la non-diffusion de ces variants. Donc, passons aux variables. Alors, la première variable, c'est une variable syntactique. Il s'agit des classificateurs possessifs. Et en Raha, il y en a 5 qui ont été décrits par Hannah Barry-Bogheri en 2011. Donc, possession générale, nourriture, boisson, canne à sucre. Et celui du milieu, qu'on peut appeler de valeur. Tout le monde n'est pas d'accord, mais ça n'est pas très important. Mais c'est vrai qu'il adresse beaucoup de choses différentes. Donc, c'est difficile de lui mettre un label. Et par exemple, on le voit employé ici. C'est un classificateur qui est employé avec les produits du jardin, les jardins, les animaux domestiques, les ornements traditionnels et aussi une parente qui est en fait la tante du côté paternel, qui a un rôle culturel très très particulier. Et donc beaucoup de choses en fait qui sont de valeur particulière pour le possesseur en fait. Donc moi j'utilise ce label, je ne vois pas tellement le problème de l'utiliser. Donc les questions auxquelles je voulais répondre, c'est les classificateurs possessifs sont-ils toujours utilisés, sont-ils utilisés de même façon par des locuteurs d'âge et de sexe différents? Et sont-ils encore tous utilisés, puisqu'il va y avoir une autre présentation cet après-midi, où effectivement, et on sait que beaucoup de classificateurs, parfois dans certaines langues, disparaissent. Là, ça n'est, enfin, je ne veux pas dire que ce n'est pas le cas, mais ce qui est important par contre en Raha, c'est qu'on n'a pas ce glissement de la possession
direct vers la possession indirecte. Au contraire, il y a des emprunts qui sont marqués de façon directe. Donc c'est assez inhabituel. Oui. Donc pour ce qui est de la variation, je n'ai pas trouvé de variation entre les âges et les sexes. C'est-à-dire que les personnes, quand ils utilisaient des constructions possessives, les utilisaient de la même façon, avec les mêmes classificateurs que d'autres. Donc, pas de variation entre locuteurs ou entre les sexes des locuteurs. Par contre, j'ai trouvé que 2 classificateurs ne paraissaient pas dans mon corpus, et c'était les 2 derniers, là, celui de Boisson. Bon, il se trouve qu'en fait, il n'y avait peut-être pas de construction qui s'y prêtait. Il n'y avait pas de construction, c'est pas peut-être, il n'y avait pas. Donc, mais j'ai pu les liciter, donc je sais qu'il existe toujours. Par contre, le dernier, non, personne ne me l'a proposé. Même quand j'ai essayé de les liciter, il n'est pas venu. Donc, je pense que, en tout cas, pour ce corpus, je pense que non, il n'est pas là. Mais ce serait vraiment intéressant, justement, de voir d'où Hannah avait pu le décrire, mais je n'ai pas eu du tout accès à son corpus, donc je ne sais pas. La deuxième variable, alors là, il s'agit des emprunts du Bislama Raha, donc une variable lexicale. Et bon, la raison pour laquelle je l'ai étudiée, c'est que je pense on est tous conscients que c'est quelque chose qui inquiète un petit peu les locuteurs. Beaucoup d'emprunts d'autres langues, qu'est-ce qui se passe? Notre langue va pas bien. Bon. Ceci dit, il n'y a pas une telle insécurité au Raha. Les personnes savent que leur langue va bien. Elle est en bonne santé, elle est parlée par les tout-petits. Je pense qu'ils en sont vraiment conscients. Je n'ai pas vraiment rencontré d'insécurité, sauf chez une personne âgée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai étudié les fréquences des emprunts, l'intégration des emprunts dans le Raha, c'est-à-dire toutes les stratégies employées pour l'introduire dans la langue, et s'il s'agissait d'ajout ou de remplacement de mots de Raha par ces emprunts. Je vais juste me concentrer sur la première, la fréquence des emprunts. Voilà. Donc ça, c'est la fréquence moyenne pour toute la communauté. C'est-à-dire qu'il y a sur 100 mots de Raha, il y en a moins de 2 qui sont de Bislama, ce qui est en fait très bas. Surtout que j'ai pu comparer avec d'autres études qui ont été faites dans d'autres langues du Vanuatu, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Par contre, il y avait là de la variation. J'ai trouvé qu'il y avait une incidence qui était élevée pour les jeunes locuteurs et aussi pour les femmes. Et ce schéma, ce graphe le montre un petit peu plus. Donc on a 2 courbes par âge, entre 0 et 80 ans. Et ça, c'est la fréquence d'incidence. Donc ça va en fait de 0 jusqu'à 8%. Et donc il y a une femme qui a quasiment 8%. Et, mais vous voyez que les 2 courbes vous montrent que les jeunes ont tendance à avoir des incidences plus élevées que les plus âgés, et que les femmes en général aussi ont une tendance est plus élevée, que la courbe est au-dessus de celle des hommes. Ensuite, la troisième, alors là, c'était une variable phonétique. Donc la fricative vélaire. Elle est intéressante parce que c'est un réflexe de la plosive vélaire, proto-océanique. Et donc, je me disais, il y a peut-être en fait une continuation de cette lénition, puisque là, c'est un petit peu ce à quoi on s'attendrait, et c'est ce que j'ai vu aussi dans des langues avoisinantes. Donc, je me suis dit, essayez de voir ça. Et en plus, c'est une consonante qui est extrêmement commune dans la langue, donc assez facile en fait à vérifier. Et donc, oui, tous les nombres indiquent le nombre de tokens que j'ai extractés.
Donc là, je me suis en fait concentrée sur sa suppression, pure et simple, parce qu'en fait, c'est plus simple, c'est plus net. Il y avait beaucoup d'autres variantes, mais je me suis concentrée sur la suppression pour voir vraiment ce qui se passait, parce que la suppression, ça veut dire c'est la fin de la lénition, en fait. C'est comme ça que ça se termine. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un taux élevé de suppression de la consonne chez les hommes jeunes, mais aussi chez les hommes âgés, ce qui était un petit peu intriguant et difficile à interpréter. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, par âge de locuteur et par leur incidence moyenne. En fait, ce que ça exprime, ça, c'est la déviation par rapport à la moyenne. Hein, c'est tous ces chiffres-là. Donc, la moyenne est bien sûr ici. Et on voit que toutes ces personnes, donc ces jeunes hommes, ont tous plus que la moyenne. Et les locuteurs mâles aussi, plus âgés, donc à partir de l'âge de 65 ans, donc très souvent les chefs, quoi, en fait, le font aussi, ce qui était intriguant. J'ai interprété ça comme non pas une innovation des jeunes, mais quelque chose qu'ils copient des personnes plus âgées, mais qui a peut-être une signification particulière pour eux. Et c'est ce à quoi je vais passer après. Donc, pour résumer, sur les 3 variables, j'en ai trouvé 2 qui présentaient des variations. Donc, on n'avait plus d'emprunt du bislama chez les jeunes et les femmes, et on a aussi une tendance à supprimer la consonante vélaire chez les jeunes hommes et les hommes âgés. Alors, à partir de là, ce que j'ai fait, je vais bien sûr, donc, puisque j'ai passé pas mal de temps là-bas, il y a d'autres choses que j'ai remarquées. Et je parlais bien sûr beaucoup avec les membres de la communauté. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas des choses au niveau du genre qui commençaient à apparaître dans la langue. Je ne veux pas vraiment faire de corrélation. Ça ne sont que des hypothèses. Mais voilà ce que je pense. Les femmes investissent beaucoup dans l'éducation. Ça n'est pas franchement nouveau. Elles ont aussi un gros attrait pour la vie urbaine pour beaucoup de raisons. Mais ce qui se passe, c'est que dans la vie urbaine, dans la ville urbaine, dans la vie urbaine, ce qui se parle, c'est le bislama. Donc, c'est peut-être pas tellement étonnant qu'on les voit parler beaucoup et emprunter beaucoup du bislama. Et donc, beaucoup de choses qui les intéressent là-dedans, c'est bien sûr plus de liberté, des soucis de soins, bien sûr, d'avoir moins d'enfants, accès à la contraception, tout ça, très, très important pour elles. Des choses dont on ne parle pas toujours. Et par contre, les jeunes hommes, autre chose très intéressante, c'est que, bon, vous savez tous que le kava est très en demande. Et à Pentecôte, on cultive énormément de kava, c'est très réputé pour ça. Et les jeunes hommes s'investissent énormément là-dedans. Et ça leur permet de générer pas mal d'argent, en fait, parce que c'est bien payé, sans quitter leur village. Donc il y a quand même aussi quelque chose, hein, peut-être un changement social à venir. Donc ce que je veux dire, c'est que moi je pose ces hypothèses et que des personnes qui vont ensuite reprendre peut-être une étude peuvent essayer de voir, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là, okay. Je ne dis pas qu'il y a vraiment une corrélation, je n'en sais rien. Ok, donc maintenant je vais passer aux facteurs de linguistique uniforme. Voilà, comment expliquer qu'il y a tant d'uniformité, puisque j'ai vu qu'il y avait de la variation. Et je pense qu'il y a une accumulation de facteurs qui favorisent cette uniformisation. Et par exemple, on peut voir Raha comme un réseau social qui est très étendu géographiquement. Ça peut paraître étrange parce que c'est quand même une grande aire géographique. Mais bon, j'ai trouvé cette description, le conservatisme de la langue et son manque relatif de variation peuvent être largement attribués à la grande importance pratique attachée au maintien de réseaux de parenté et d'amitié établis sur de longues distances et de nombreuses générations. Et ça s'applique bien en Raha, mais en fait, c'était pour l'islandais. Je l'ai en fait copié, ok. Ce n'est pas du plagiarisme, mais j'ai trouvé très intéressant que cette description, qui était donc pour le islandais, qui donc est parlé sur une très grande échelle quand même, par rapport au Raha, marchait. Donc voilà, c'est un petit peu mon...
Bon, donc on peut vraiment voir toute la zone de Raha comme un réseau social très dense. Il y a des choses que vous aurez sans doute retrouvées dans vos communautés, mais c'est une accumulation, je pense, qui est importante. Donc il y a un système de dette et de réciprocité de services qui est très important. Et c'est comme ça, en fait, que les chefs gravissent les échelons. C'est en fait en s'endettant vers les membres, et ce qui est assez étonnant. Il y a aussi des droits fonciers sur des plots qui sont éparpillés dans le Pentecôte Nord. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont en fait pas mal voyager. Et pour ne pas perdre leur titre, ils sont obligés d'aller travailler leur plot, leur jardin, un petit peu partout. Donc, ils vont rester. Et ça signifie que même s'ils ont des variantes, elles vont être, comment dire, washed away, effacées. Il y a aussi, ce qui est très important, Nord Pentecôte est quasi uniquement anglican, ce qui est très étonnant en Vanuatu. En général, on a tellement de religions, même au niveau d'un village. Il y a bien sûr une multitude de rituels et d'autres occasions de se rassembler. Ça, on le voit quand même beaucoup dans beaucoup d'autres endroits, mais encore une fois. Et traditionnellement, c'est un système endogamique. Donc, les gens choisissent un conjoint dans le clan matrilinéaire, opposé, mais un conjoint de même langue. Et ça, c'était une directive des leaders. Ça m'a été dit par plusieurs personnes. Donc on sait que ça pouvait fluctuer dans les communautés, mais beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et même de nos jours, ça a l'air de se passer. Je ne dis pas que les personnes ne se marient pas du tout à l'extérieur, mais en général, c'est à l'intérieur de la communauté linguistique. Et donc, ça nous rapporte à la remarque qu'avait fait Linhart, où il avait vu que dans les communautés kanak, c'était la raison pour laquelle les gens disaient c'est eux, en fait, c'est ces groupes de femmes qui viennent, qui apportent des changements sociaux et des changements linguistiques, c'est elles. Ben là, ça ne pouvait pas se passer, puisque en fait, on ne trouve pas ça. Là, je vous ai fait voir, il y a en fait deux clans, les Tabis, les Boulets, et j'ai juste voulu vous montrer qu'on se marie en fait dans le clan de son père, en fait. On dit plutôt de son grand-père maternel, mais enfin, c'est ce qui se passe. Enfin, et ça n'est pas des moindres, la communauté de Raha a une grande importance socio-historique parce que c'était la communauté de Waltalingi. Et c'est donc Waltalingi et le Vanuatu Pati qui a démarré l'indépendance. Et donc, de nos jours, c'est quelque chose qui est très important et qui fait que la communauté Raha a un statut très important et qui est assez puissant, et on y trouve beaucoup de politiciens et d'avocats, et au niveau du Vanuatu, c'est connu. Donc, ça explique aussi pourquoi, autre chose, les personnes Raha ont tendance à ne pas parler d'autres langues du Vanuatu. Bien, donc en résumé, donc j'ai trouvé qu'il y avait des variances entre locuteurs, donc il y a bel et bien de la variation, on s'y attendait, mais de nombreux facteurs sociaux bloquent la propagation de certaines variantes. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui est transposable à d'autres communautés? Donc, si c'est tellement au sein d'une communauté, eh bien, je pense que la méthode, c'est-à-dire s'assurer qu'on passe beaucoup de temps dans la communauté, qu'on recueille toutes ces données sociales, qu'on comprenne comment la communauté marche. Donc, moi, je préconise la bottom-up approach, c'est-à-dire à partir de la communauté, et après on peut parler de ces facteurs et donc les comparer entre communautés, et donc peut-être, à partir de là, en abstraire quelque chose qui se passe au niveau du Vanuatu. Parce que, par exemple, voilà, donc il y a une corrélation qui est présupposée entre certains systèmes politiques, donc les systèmes politiques mélanésiens, donc de petites chefferies, et qu'on met souvent en opposition aux Polynésiens qui sont très centrales. Et donc, on y voit des corrélations avec la grande diversité linguistique mélanésienne et le peu de diversité linguistique en Polynésie. Seulement là, ça n'est pas vérifié. Okay, on a quand même un système de chefs locaux, okay, mais on a une uniformité.
D'autre part, voilà, les attitudes égalitaires, et je les ai remarquées, les gens aiment beaucoup le fait qu'il y ait tant de langues au Vanuatu, ne se traduisent pas du tout par un plurilingualisme en Raha, parce que c'est contrebalancé par d'autres facteurs. Voilà, et je m'en tiendrai là. Merci. Donc, merci beaucoup du coup pour cette enrichissante présentation. Est-ce qu'il y a des questions? The example you gave of Iceland and large social networks. Yeah. Well, firstly, how do you quantify large social networks, and how do you contrast that with other? I would have thought most communities in Vanuatu could be characterized as having large social networks. Large? Well, social networks, kinship networks. I mean, all the kind, the embeddedness and the enmeshedness that you seem to be suggesting is a factor. Yeah. So I just wonder how you contrast Raga with others, and I do not. Oh, okay. Okay, I work no. The thing is, I work really within the community, and that's why I'm putting it here. I think. Yeah. And my point was that yes, I think there is that, but there is also endogamy, and there is other things. Yeah. You're possibly very right. Maybe it doesn't work. It's definitely not enough as an argument. Yeah. But there are other factors. Sure. Okay. Just a small point. It's not entirely unrelated, but you gave a percentage figure for Bislama words in Raga discourse. 1.6, I think it was. Bislama words, and I take it that that's sort of Bislama words per 100 words or in your texts. And you described that as small, but I just wonder whether you actually have comparable data from other languages against which you could compare it. That is, 1.6% is small in some absolute sense, I guess, but is it small as a figure of Bislama usage in Vanuatu languages? Okay, I mentioned there had been other studies that I could compare with. You do have some other other figures. There was one by Miriam, there was one by Lamont. Lindstrom, yeah, and there was one by Crowley. Yeah, okay. So there are other, and they all are around 3.6, but they were a little bit difficult to compare with because they touched on different genres or group of people, or they were not really looking at the whole distribution that I'm looking at. Yeah. Okay. I must have missed something maybe in your presentation, but I cannot put together your first data presentation and your second part in which you discuss the social factors that contribute to the lack of variation. Yep. So how do you join the two? I mean, what the variation that you find by analyzing your data, right? But according to those four syntactic factors, how do they relate to the second part in which you mention all these social cultural features? But social network is a social cultural features. Yeah. How do they? I just missed that. I'm sorry. Okay. Well, my point was that there was an argument that there was no variation, all simply, in Raha. So I had to prove there was. And from the point that I proved there is variation, then I say, okay, if there is variation, there must be some ways that some of these variants that do exist, so different ways of expressing a linguistic feature, is blocked because there is uniformity overall. So there are some variants that get blocked. All the innovative ones maybe get blocked. What is it that blocks them? That was my point. So that's how I got from the first one to the first part to the second part. Okay, so I see. Makes sense. All right, thanks. Vinaka. Just to follow up on Ross's question about borrowings, what's not clear to me from Bislama
is whether or not these are, again to quote Ross, necessary or unnecessary borrowings. Yeah, okay. I didn't talk about that. Okay. I did look into it, but I didn't talk about it because that would be a bit too much. Yeah, I talk about, sorry, that was possibly not translated. Insertion of replacement. I did study it, I just didn't talk about it. Okay. It was covered. Thanks, Mary. Yeah. So it's actually interesting that you, as you explained, that you picked a language for which variation is not obvious when there are other communities where, like Sa, you said in the south. Yeah. The idea was where variation to is compare just it, you just have to bend down and Yeah. pick it up. So it was interesting. But so what would be? I mean, I just saw your conclusion. But how would you? Do you see emergent variation? Yes. So I guess what I'm wondering is, do you see some variation that is emerging, like some groups of speakers sort of having innovations, but then the innovation is sort of erased in a way, or and there's some uniformization process going on, or do you just see people speaking the same? It's very much one point in time study, Sure. okay, and that's what I can't see, and that's why I mention those social changes that might be changing. What I would love is for someone to take up that work in 20 years and see, okay, what do we see now? Because then we would have a real-time study, you know. We would be able to say, well, actually, her hypothesis was just rubbish, or, oh, there was maybe something, or it's not really the point, but to see if there is really something there, I do realize it's a very, point in time study. Yeah, that's all I can see.